Bonjour et bienvenue dans le podcast du webzine Celle qui ose. Ici, vous pourrez écouter nos articles en version audio, mais également des interviews de femmes au parcours atypique. Nos échanges avec Celles qui osent sont vrais et amicaux. Notre but, vous donner l'impression d'avoir rencontré vous-même chacune de nos invitées. Je pars aujourd'hui à la rencontre de Fanny Sidney. Actrice et réalisatrice, Fanny a vu sa carrière considérablement boostée par son rôle dans la célèbre série 10%. Elle y joue Camille Valentini, une jeune provinciale qui monte à Paris pour percer dans le monde très fermé des agents d'artistes. Fanny nous parle de son parcours, des émotions que lui procurent ces deux métiers et de son regard sur le monde du cinéma. Bonne écoute! Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celle qui ose. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait? Celle qui ose. Bonjour Fanny. Bonjour Lucie. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'accueillir dans le podcast Celle qui ose. Et eh bien, on va commencer tout de suite à discuter puisque tu as un emploi du temps bien chargé et nous, on a plein de questions à te poser. Donc, c'est parti. Alors déjà, je vais te demander de nous faire une petite photographie de ton actualité et ensuite, on va revenir en arrière. Donc, tu en es où? Tu fais quoi? Dis-nous tout. Alors, je viens de sortir d'un tournage pour OCS d'une série, d'une comédie de 8 fois 26 minutes, voilà, qui est en montage actuellement. Et je repars pour le printemps tourner une série pour Arte, cette fois que j'aurai écrite et que je vais réaliser également. Donc, dans aucun de ces deux projets, je ne joue, mais voilà, je suis à la réalisation. Et voilà. Et pour ce qui est de celle du printemps, c'est donc une mini-série pour Arte. Voilà. On peut en savoir plus? Oui, alors celle qui se prépare, je la tourne dans une région qui me tient, enfin, qui m'est chère parce que c'est une région dans laquelle j'ai une maison depuis. Enfin, mes parents ont acheté une maison il y a une vingtaine d'années, et donc j'ai passé mes étés en Auvergne, plus précisément. Et la série met en scène deux gendarmettes qui héritent d'un camping-car de gendarmerie qui offre un service de proximité. Donc c'est un camping-car brinque-ballant, désuet, qui est confronté à une affaire assez sensationnelle et qui va en même temps devoir gérer des affaires locales. Mais voilà, mais c'est un projet qui m'est vraiment cher parce que c'est, comme je disais, c'est un projet qui va rassembler des forces locales et puis beaucoup de gens que j'aime beaucoup depuis longtemps. Donc ça, c'est sur OCS et tu es... c'est celle dont je viens de parler, c'est sur Arte. Ah, et donc ça, c'est toi qui l'as réalisé? Oui, je l'ai écrite et réalisée. Ça s'appelle, pour être plus clair, ça s'appelle Brigade Mobile. Voilà. D'accord, Brigade Mobile. Et ce sera à partir du printemps sur Arte? Ça sera tourné au printemps et on espère... Moi, j'aimerais bien être prête pour juin, mais on verra. Ah, ce serait si rapide que ça. C'est tourné en... D'accord, après le C'est une montage. mini-série, donc c'est 8 fois 12 minutes. Donc, ça fait un mois de tournage et après, à peu près l'équivalent de montage. Donc, ça peut tenir dans le calendrier. D'accord, très bien. Merci pour ces actus intéressantes qu'on va suivre sur Celle qui ose d'ailleurs au passage. Et on va essayer de revenir un petit peu en arrière. Personnellement, je t'ai connue par rapport à la série 10%. On va pas te coller le rôle de Camille pendant cette interview, mais je le précise parce que je pense que c'est la série la plus connue. Enfin, ça a contribué vraiment à te faire connaître. Je me trompe? Non, c'est sûr, ça a été un changement de paradigme très fort, au moins professionnel, mais un peu aussi auprès du grand public, forcément. Ça a été un vrai tremplin, 10% pour moi. Donc tu joues Camille, la fille de Mathias, dans 10%, pour resituer. Et voilà. Alors, si on revient en arrière, j'aimerais savoir un petit peu de quel
milieu tu viens? Alors pas forcément le milieu, c'est une question beaucoup trop large et trop personnelle, mais plutôt ton enfance. Tu m'as parlé de l'Auvergne. Tu as grandi où? J'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 92, à Fontenay-aux-Roses. J'ai découvert Paris à l'adolescence parce que finalement, 30 minutes de RER, on n'y allait pas si souvent. Et Paris, pour moi, ça a vraiment été l'émancipation totale avec mon premier stage de théâtre à 15 ans que j'avais demandé pour mon anniversaire. Donc, j'avais le droit de prendre le RER toute seule, d'aller à Paris, rue Saint-Denis pour faire un premier stage qui en plus était déjà un stage caméra. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai en tout cas vécu Paris. Je me sentais pas très parisienne. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai fait mon lycée à Paris et j'avais un look qui m'a valu quelques commentaires désagréables de gens qui sont devenus mes amis, mais des Parisiennes de souche qui trouvaient qu'à sortir son t-shirt à ses baskets, c'était quand même genre vraiment la loose. Mais moi, j'avais des t-shirts avec écrit fraîche et je remontais mes joggings dans mes chaussettes et voilà. Et donc ça a été mon adolescence. Et voilà. Et l'Auvergne, c'est la région de mes vacances, de mes étés surtout. Voilà. Que faisaient tes parents quand tu étais enfant? Ma mère est peintre et photographe et mon père ingénieur informaticien et voilà, c'est ça qu'il faisait. Mon père a monté sa boîte et voilà. Et ma mère faisait travaillait beaucoup avec le théâtre aussi. Donc je pense que j'ai baigné un peu aussi là-dedans, dans cette créativité, dans cet univers artistique, dans ce regard aussi sur les choses qui nous entourent, qui nous émerveillent, les gens qu'on croise. Et ma mère faisait beaucoup de reportages avec la ville, dans les quartiers, sur notamment, je me souviens qu'il y en avait un qui m'avait déjà beaucoup intéressé, qui était sur les vêtements mère-fille et dans les quartiers. Donc, comment les femmes africaines, par exemple, avaient porté plus l'habit traditionnel, comment les jeunes filles, enfin leurs filles s'en émancipaient ou au contraire faisaient perdurer la tradition. Voilà. C'était juste des photos. Il y avait probablement des entretiens aussi, mais voilà, tout ça a été exposé au théâtre de Fontenay-aux-Roses. D'accord, donc ça t'a... Est-ce que tu as l'impression, voilà, tu me disais, ça t'a sans doute sensibilisé à l'art. Est-ce que tu étais inspirée par l'univers de ton père? Franchement, j'y comprenais rien. Je commence à comprendre un petit peu quand il m'explique, mais c'était très obscur. J'étais très fière par contre parce que, par exemple, il avait fabriqué un logiciel de calcul qui nous permettait d'apprendre les tables de multiplication en jouant. C'était un petit jeu vidéo. Et donc, toute ma classe de, je sais plus, ça devait être CE2, avait reçu une disquette avec le jeu vidéo créé par mon père. Et ça, c'était une grande, grande fierté. Après, il est vraiment très probable que beaucoup de choses aient infusé de ce qu'il est et de sa capacité de lead aussi, puisqu'il est chef d'entreprise, qu'en réalisation, ça demande de rassembler des qualités, de savoir fédérer, de savoir faire de la maïotique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspirée dans sa manière de faire, dans sa manière, par exemple, de faire ses entretiens d'embauche ou d'embaucher des gens et de me dire, il me racontait que, voilà, il avait embauché, par exemple, quelqu'un qui avait passé 5 ans en retraite au Tibet et qui était un génie de l'informatique. Et je trouvais génial qu'il soit jamais fermé à des parcours très atypiques. Donc ça, je pense que ça m'a inspirée dans la manière d'aborder les gens avec qui je travaille. J'aime beaucoup les chemins de traverse et moi-même de prendre des chemins de traverse et de m'autoriser à explorer d'autres domaines. Peut-être qu'on y reviendra, mais comme l'hypnose, par exemple, à laquelle je me suis formée pendant un certain temps et qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et aussi de passer d'actrice à réalisatrice. Enfin, cette autorisation-là, il y a forcément des choses qui se sont transmises. Ils pensent quoi aujourd'hui de ce que tu fais, tes parents? Waouh. Attends, je souffle. Je sais pas, c'est hyper dur de savoir. Je pense que j'ai grandi avec beaucoup d'émerveillement sur ce que je faisais, beaucoup d'encouragement, beaucoup de peur aussi. Je me souviens que mon père, alors que j'avais déjà décroché des petits rôles au lycée, quand je lui ai dit que je voulais faire ça et que j'avais en fait arrêté, qu'il a découvert que j'avais arrêté la fac depuis quelques mois, a eu très, 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 très peur. Et je passais le concours de la classe libre à cette époque. Et quand je lui ai dit que j'avais la classe libre, il a pleuré comme une madeleine. Et là, je me suis dit, waouh,
il avait super peur pour moi, en fait. Et il était, voilà, il se disait, enfin, il avait très, très peur et ça a été un moment clé aussi pour que je pense, il y ait de la confiance dans le chemin que je prenais, plus de tranquillité. C'est des chemins qui font peur aux parents, je pense, quand on les connaît pas du tout. Et mes parents, quand même, venaient pas vraiment de ce milieu-là. Ma mère avait vécu le monde de l'art de manière assez difficile en tant que femme, artiste, évidemment. Donc voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus critiques. Ils sont beaucoup plus critiques. Ils se sont habitués alors maintenant et Ouais, je sais pas. Mon père me dit toujours que c'est toujours très difficile de regarder ce que je fais, mais ils sont plus critiques, pas pour être critiques, simplement. C'est normal, j'ai grandi, j'ai plus 6 ans, quoi. Donc, on va pas applaudir à chaque fois que je fais quelque chose. Et donc, il y a des retours qui sont leur subjectivité aussi, leur goût, voilà. tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une petite sœur. Et alors elle, son avis? Je sais pas trop, mais je crois que là, c'est encore, enfin, mes parents, c'est évidemment inconditionnel aussi, mais je crois que ma sœur, elle a comment dire, elle a mes parents aussi ont une bienveillance, je sais pas comment dire, il y a quelque chose d'un peu différent avec ma sœur. Peut-être qu'elle est moins inquiétée, et elle est moins inquiète. Voilà, c'est ça qui se passe, je crois. Il y a plus de sérénité dans le fait de recevoir les objets que je fabrique et donc d'être capable de trouver la manière de faire des retours ou des critiques constructives ouais, des retours, quoi. Là où peut-être que mes parents, il y a quelque chose qui fait peut-être plus peur, ou peut-être moi, dans mon rapport à leur retour, j'attends plus qu'ils aiment quoi qu'il arrive. Et donc, il y a un endroit où c'est plus fragile dans la manière de communiquer autour de ce que je fais. Même si vraiment, ils ont été très, très encourageants, et notamment dans des moments où le travail a été difficile, où j'ai eu des grandes peurs, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, ils ont toujours été très présents. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où un parent peut avoir peur aussi qu'il y ait une sorte d'intimité familiale dévoilée dans une réalisation ou dans un personnage et se dire est-ce que là elle s'est inspirée de moi? Est-ce que là elle s'est inspirée de nous? Est-ce que ça peut pas être un stress pour les parents? Euh, Moi, je pense beaucoup à Annie Ernaux quand je travaille et à son courage pour écrire des textes aussi parfois cruels sur sa propre famille, son propre milieu, ce côté transfuge chez elle. Moi, je me sens pas du tout transfuge de classe, mais peut-être de monde, quoi. Il y a eu... enfin, mon monde est assez loin quand même de celui de mon père, par exemple. Et oui, je pense que mon père, une fois, m'a dit, quand je lui parlais, parce que je suis très inspirée évidemment par des choses très autobiographiques, et mon père m'a dit, c'est ta manière de voir les choses, ou quelque chose comme ça, quand je lui ai raconté un peu. Donc, je pense qu'il y a une compréhension que c'est pas une vérité, ce qu'on propose, même si elle devient publique, et que ça peut en prendre des atours. Et ma mère m'a toujours dit, si je t'inspire, tant mieux, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu es partie donc de 15 ans, ton premier cours de théâtre à jouer et réaliser. Concrètement, j'ai eu la chance que mon père défende mon dossier pour entrer dans un lycée parisien alors qu'on était à Villejuif, où il y avait une option théâtre, et je pense une des meilleures options théâtre qu'on puisse trouver. Et ça, franchement, c'est quelque chose que mes parents se soient battus pour ça, c'est vraiment super fort, parce que ça a été un départ de beaucoup de choses. Le désir était là, très présent. Je pense que je faisais du théâtre depuis un moment. Entre 12 et 14 ans, je répondais aux annonces de casting que je trouvais dans les magazines. Il y avait un magazine qui s'appelait Casting Magazine. Donc, j'y répondais. Parfois, j'étais appelée, je le passais. J'avais même démarché des agents. J'ai retrouvé même un cahier dans lequel j'avais écrit tous les noms des agents et leurs adresses et leurs numéros de téléphone que j'avais trouvés dans les magazines. Et c'est ce qui est vraiment hyper émouvant pour moi, c'est qu'aujourd'hui, c'est des gens que je connais assez bien. et de me dire, à 12 ans, j'avais écrit leur nom, souligné à la règle, par ordre alphabétique. Ah ouais, non, c'est vraiment... et de me dire, aujourd'hui, j'ai passé 15 castings avec eux, ça m'a vachement émue. J'avais oublié ça, de retrouver ce cahier-là, et qui m'a fait me dire, ah oui, l'envie, le désir, il était là depuis très longtemps, en fait. Et ça,
mes parents l'ont compris, senti. Même moi, je pense que j'en avais pas autant conscience. Je me souviens pas d'avoir autant réclamé, par exemple, d'entrer dans ce lycée option théâtre. Et pourtant, quelle joie ça a été, quelles années ça a été. Et dans ce lycée, j'ai rencontré une camarade de classe qui avait un agent, qui faisait des voix off avec un agent et qui m'a dit appelle, appelle. Et j'ai appelé et je faisais chou blanc, je me faisais un peu raccrocher au nez jusqu'à ce qu'à un moment, elle me dise bon, ça suffit là de m'appeler, on va se rencontrer. Et voilà, et qu'elle m'invite à travailler avec elle dans son agence. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, de manière plus professionnelle. Donc, il y avait le bac théâtre et le lycée. Et puis, à côté, il y avait cet agent qui me présentait en casting. Tu as osé. Ouais, j'ai même insisté. Et donc, alors là, tu démarres, tu passes des castings, tu commences à jouer dans quoi? En fait, ce qui se passe, je passe des castings et en fait, faut bien comprendre que ces premiers castings avec un agent, dès qu'on a un nouvel agent, c'est du retour, du feedback pour l'agent qui va décider ou pas de poursuivre, de bien nous défendre ou pas. Quand en tout cas on commence et qu'on est complètement inconnu. Et donc mon agent récupérait des retours des castings, je les ratais tous, hein. Mais il y avait toujours ce truc de si, là ça l'a pas fait, mais voilà, le directeur de casting ou la directrice de casting donnait un retour qui était quand même positif, donc elle a continué et au bout de quelques mois, j'ai décroché un premier rôle, comme il s'en s'est suivi un bon nombre dans des séries policières où je jouais à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire une victime soupçonnée quand même un peu d'être criminelle, donc des scènes d'interrogatoire. Et j'ai décidé d'arrêter un jour où je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir déjà joué cette scène. Et je me suis dit, merde, ça va pas du tout. Mais C'était voilà. quoi? Des téléfilms? Ouais, des téléfilms, je sais plus, je crois que j'ai fait Commissaire Cordier, Commissaire Moulin, Diane Femme Flic, RIS, voilà. Le summum, ça a été quand j'ai joué une sourde tuméfiée, parce que je sais plus ce qui m'était arrivé, et que donc j'étais vraiment défigurée. Je n'avais absolument aucun texte, et moi j'avais appris aussi la langue des signes, toujours dans ces trucs de chemin de traverse et d'enrichissement, de me dire ça me servira, c'est tellement théâtral, enfin voilà. Et donc j'étais hyper contente de signer. Bon, on m'a pas fait signer une seule seconde, et surtout on a oublié de me prendre on a oublié, on m'a pas pris le son, et il a fallu que je vienne doubler toutes mes respirations, alors que les sourds sont quand même souvent des gens qui font beaucoup de bruit. Donc il y avait cette espèce de truc absurde où je me retrouvais en post-synchro à regarder ma tête tuméfiée et à refaire la moindre respiration. La scène devait être drôle, ouais. Ouais. Et ensuite, donc, tu as fait l'école pour devenir réalisateur, la plus connue de France. Excuse-moi, j'ai oublié le nom. La Fémis. Ça, tu l'as fait. Donc, tu t'es formée à quel âge? Je suis rentrée à 24 ans. D'accord. Et tu as fait du théâtre aussi ou pas? Ouais, c'est d'ailleurs parce que j'ai fait du théâtre que j'ai eu envie de passer la Fémis. Et donc, aujourd'hui, toi, tu préfères la réalisation ou bien être comédienne? J'adore les deux. Mhm. C'est pas du tout le même rapport. J'ai pas du tout le même rapport. Plus simple probablement pour moi la réalisation. C'est plus, il y a plus d'évidence, et le jeu, ça me fait plus peur. Dans le jeu, j'imagine que la réalisation t'aide énormément puisque tu peux te mettre à la place du réalisateur. Oui, et en même temps, il faut faire attention à bien laisser de côté ça, parce que je suis pas, quand je joue, enfin, de toute façon, je me sens trop vulnérable quand je joue pour penser comme le réalisateur. C'est-à-dire que je me mets quand même au service de l'histoire et de la direction et du réalisateur. Après, bien sûr, il y a des choses que je comprends mieux parce que je suis passée en montage et que je comprends comment on peut travailler les nuances d'un acteur. C'est par exemple au tout début, enfin pendant longtemps même, et encore parfois maintenant, je me disais il faut que la scène soit réussie, ce qui est une grave erreur en fait. Il faut que la scène ait des variations de prise en prise. Ça, c'est ce que je découvre moi au montage, c'est de me dire si toutes mes prises sont identiques parce qu'on cherche la bonne prise, ça va pas me servir au montage. Par contre, si j'ai des nuances et des variations d'une prise à l'autre, quitte à ce qu'elles ne soient pas dans la même prise, ça peut moi me permettre de monter et d'avoir quelque chose de plus nuancé, enfin, voilà, ou même de me dire ah tiens, en fait, moi je me trompais dans la direction et il y a quelque chose de plus évident par là. Enfin, voilà. Donc de me dire aujourd'hui quand je travaille, je me dis je travaille pour qu'il y ait de la matière au montage.
D'accord, tu donnes des versions, voilà, des nuances pour qu'ensuite au montage, ils puissent choisir. Ouais, c'est à ça que je pense, même si évidemment il y a une écriture, donc il y a une dramaturgie. Donc, et des émotions, des sentiments, des comportements du personnage qui sont là et auprès desquels on peut pas complètement retourner, pas toujours en tout cas. Mais en tout cas, de sortir de l'idée de performer, parce que ça, c'est trop difficile émotionnellement, je crois. Et cette petite caméra ensuite qui se braque sur soi, justement, qui fait le réalisateur en même temps que l'acteur ou la réalisatrice en même temps que l'actrice, et qui juge si la performance est bonne ou pas, et c'est très, 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 très dangereux. C'est pour ça qu'il y a une forme d'abandon. Il ne faut pas trop penser réalisation quand on joue, quoi. Oui, faut scinder en fait et puis rester dans ta place Ouais, j'imagine. ça se fait assez naturellement, du fait des enjeux aussi. Pour la série 10%, comment tu as été, est-ce que tu as été, t'as passé des castings, on est venu vers toi? Pour 10%, j'ai passé les castings. Et d'ailleurs, je venais de commencer tout juste de travailler avec une nouvelle agente. Et donc, il y avait aussi, c'était ce moment un peu charnière, justement, où ben, j'étais un peu à l'essai. Les castings, voilà, allaient un peu déterminer notre collaboration future. Et très vite sont arrivés les castings, les essais de 10%. Et j'ai passé un premier tour en me disant, j'ai fait ce que j'ai pu. Quel type de scène on t'a demandé pour un casting? Ah, tu sais, pour nous qui ne sommes pas du tout dans ce milieu, on se pose plein de questions. On m'avait demandé 2 scènes, il me semble, ou une pour le premier tour, peut-être. Ce qui est sûr, c'était que c'était évidemment celle d'ouverture de mon personnage, qui était la scène au café avec Mathias, où Camille lui dit qu'elle rêve de faire du cinéma et qu'elle veut entrer dans son agence. Et comme c'est sa fille cachée, il le prend pas très bien. Et il n'a pas tellement envie qu'elle vienne. Donc, c'est une scène qui avait aussi tous les ingrédients pour voir des choses en casting, puisque il y a toute la trajectoire est là dans cette scène, toute la trajectoire de Camille, c'est-à-dire son aspiration, son objectif, faire du cinéma. D'où elle vient, c'est le fait qu'elle n'a pas les codes, qu'elle est complètement à côté, et que je sais plus si on l'a tourné, ça aussi c'était au casting, mais elle croquait une touillette, voilà. Et en même temps, toute sa trajectoire émotionnelle, relationnelle avec son père. Et il y avait en plus un nœud dramaturgique dans la scène, puisqu'il lui refusait l'accès à l'agence. Donc il y avait quelque chose. Il y avait tout. Et puis il y avait la comédie, le drame, le drame intime. Il y avait toutes ces choses-là. Mais on a joué ça évidemment très simplement. Et moi, je me suis bien amusée. Mais vraiment, je me suis dit, on verra. Je ne suis pas sûre qu'il me rappelle. Mais là où parfois, enfin, c'est pour ça qu'on n'est vraiment pas les meilleurs juges. Parfois, je me dis, yes, ouais, j'ai vraiment trop déchiré. Et puis, on me rappelle jamais. Et d'autres fois, c'est arrivé beaucoup aussi. Donc maintenant, j'essaie de moins le faire, mais de me dire que c'était catastrophique et d'appeler mon agent presque en pleurant et que finalement, on me rappelle. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est un instant T éphémère qui est derrière soi et on ne peut plus l'analyser une fois qu'il est passé. Et quand on t'a rappelé alors, donc deuxième casting, Alors, c'est deuxième ça? casting, là, il me semble qu'il y avait les 3 réalisateurs. Donc, je crois que sur le premier, il n'y avait que Antoine Garceau, et ensuite, il y avait Cédric Clapiche, Lola Doyon et Antoine Garceau, et évidemment, la directrice de casting et son assistante. Donc, ça faisait du monde dans le bureau, beaucoup de pression, parce que là, bah, évidemment, une fois passé un premier tour, on se dit qu'il y a des chances que ça marche. Vous étiez combien pour le deuxième tour? Franchement, je sais plus. Je pense qu'on était moins d'une dizaine. Voilà. Après, il y avait beaucoup de. Je l'ai su plus tard, mais il y avait il y a beaucoup de qui vont regarder les essais et donner leur avis et orienter le choix d'un casting. Ça, c'est aussi le temps qui m'a appris ça. C'est que il y a tellement de paramètres qui font qu'on n'a pas un rôle ou qu'on en a un. Le premier, c'est la coïncidence intime avec l'intimité du personnage. Je suis assez étonnée par les thématiques des rôles qui ont été pivots pour moi dans ma trajectoire. Et donc, je me dis, il y a quelque chose en moi qui coïncide avec cette thématique-là, qui est souvent la reconnaissance du père. C'est pas du tout un problème que j'ai, mais qui doit peut-être être transgénérationnel ou planer quelque part. Il y a quelque chose qui se joue là. Et ça résonne ou ça résonne pas, j'ai l'impression. Et c'est souvent ce qui fait qu'on correspond au personnage ou pas. Et c'est très inconscient, c'est très difficile de le savoir. Après, il y a évidemment le travail de l'acteur, mais voilà,
Et ensuite, il y a toute cette systémie autour du choix de l'acteur, autour de la distribution, qui sont les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs, la chaîne, qui vont faire qu'on choisit l'un ou l'autre. Et notamment ce casting-là, j'ai su qui avait passé dans des jeunes femmes que je connaissais aussi, des amis parfois. Et je me disais, je vois pas comment je peux la voir ou comment ça se fait. Enfin, et ça me permettait de comprendre aussi que c'était vraiment à niveau égal. C'était ailleurs que ça se jouait, quoi. Ça permet aussi quand on croise en casting des gens qui nous impressionnent beaucoup, de se dire bon, peut-être que j'ai quand même une chance parce que c'est pas. T'as des noms? C'est pas. Mais il y a plein de gens. Moi, je suis fascinée par les actrices et les acteurs, et en fait, il y a plein de gens avec qui j'ai fait mes armes à l'école, que je vois travailler, qui m'impressionnent toujours autant. Ils ne sont pas forcément des gens connus, mais de toute façon, c'est jamais agréable de s'asseoir dans une salle de casting et de croiser une copine. Franchement, c'est un entretien d'embauche, hein, donc. Et oui, c'est chacun sa peau. Ouais, bah justement, c'est là où il faut pas le voir comme une bagarre et une compète, et vraiment se dire que ça ne nous appartient pas. C'est ça, en fait. Et que là, il s'agit juste de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on est, qui on est, notre histoire, parce que c'est notre histoire qui se lie à travers les personnages. C'est notre histoire, notre histoire inconsciente et vécue. Tout ça pour dire que voilà, ce deuxième tour-là, il était là, j'avais une maxi pression et j'étais beaucoup plus stressée. Comment tu gères la pression? Aujourd'hui, beaucoup avec des outils d'hypnose. À l'époque, c'était variable. Je cherchais des outils, mais la pression qui est la plus difficile à gérer, je crois, c'est quand ma croyance est négative. C'est-à-dire que, par exemple, pour 10%, il y avait quelque chose en moi qui avait confiance, qui y croyait. Tout simplement qui y croyait. L'instinct. Qui se disait c'est possible en fait que ça soit pour moi, que ça soit moi, que ça m'arrive. J'avais aussi des indices. Par exemple, je suis partie en Argentine pour un voyage scolaire parce que j'étais à la FEMIS. Et puis, j'ai été rappelée pour me dire, il faut que tu reviennes une 3e fois. Là, je savais qu'on n'était plus que 2, je crois. Et j'étais au fond du gouffre de me dire, mais je suis à l'autre bout du monde. C'est un voyage que je peux pas écourter. Je vais rentrer dans 7 semaines. Là, il en restait 4, je crois. Et il va falloir m'attendre. Ils m'attendront jamais. Et en fait, ils m'ont attendu. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, s'ils m'attendent, c'est qu'ils y croient aussi. Moi, ça m'a permis de souffler pendant 4 semaines, de voir des paysages, de me dire tout est relatif, tout va bien. Si c'est ça, c'est génial. Si c'est pas ça, il y a autre chose. Le plus difficile, c'est quand, sur les castings, en tout cas, je parle précisément, c'est quand j'y crois pas. Mais parce qu'il y a quelque chose qui résonne pas aussi. Il y a quelque chose qui coince, qui grippe, et où j'ai beau travailler, moi, j'y crois pas. Et si j'y crois pas, c'est souvent. Donc et là, il vient un mauvais stress. Il vient un mauvais trac, il vient un truc où celui-ci, il est plus difficile à jouer. Donc, il faut que j'analyse un peu pourquoi j'ai cette croyance. Par exemple, longtemps, mais encore maintenant, les rôles de vamp, de femmes, vraiment de femmes, me faisaient. Enfin, je me projetais pas du tout dedans. Donc, quand je lisais des choses comme ça, je fabriquais beaucoup. Je trouvais pas de cette forme d'autorité que demandait le personnage, ou voilà. Tu te sens pas aligné. Ouais, exactement, c'est ça. Tu fais confiance à ton instinct, j'imagine? De plus en plus, mais il aurait fallu et il faudrait que je le fasse encore plus. Alors, quand t'as eu la confirmation pour 10%, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Bon, chaque étape et chaque confirmation de l'étape suivante c'était fou, quoi. Je me souviens que j'ai reçu, je crois, un appel de Cédric Clapiche j'étais dans le métro. Je sais plus si je l'ai eu en direct ou si j'ai écouté son message. Je sais pas comment décrire ce sentiment. C'est vraiment il y a une forme d'empowerment là-dedans, de sentiment de puissance, forcément, parce qu'on accède on met un pied dans le rêve, quoi. Et on accède à son objectif. Je sais pas, c'est un sentiment de force. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais de puissance. Mais parce que c'est un sentiment de capacité. C'est une validation d'une capacité, finalement. Ça, tu peux être... Mon père, il me disait souvent, il est rare, je crois que c'est une phrase de Syntex, il est rare d'avoir dans le même homme celui qui peut et celui qui veut et celui qui peut. Et de se dire, je peux être celle qui veut et qui peut. Oui, c'est une reconnaissance finalement des grands et d'un objectif que tu avais depuis longtemps, et de se dire effectivement que tu passes comme un palier vraiment supérieur qui va sans doute être le début d'une aventure et d'autres étapes après. Il y a aussi la force de projection
qui amène ce mouvement. Quand je parle de puissance, j'ai le sentiment aussi de quelque chose qui avance, quoi. Ce sentiment d'être tout d'un coup pris dans un mouvement ou d'être soi-même dans le mouvement, en mouvement, mais parce qu'il y a cette force de projection, tout d'un coup, cet horizon qui s'ouvre, qu'on peut embrasser, qui est en même temps totalement inconnu et qui en même temps est pour soi. Et quand tu as commencé à travailler avec des acteurs très très connus, puisque dans 10%, Cédric Lapiche s'est fait plaisir avec tous les invités, comment toi tu l'as vécu, les premières prises? T'étais impressionnée ou tu les avais déjà vues, t'avais déjà mis un pied dedans? Ça a été, je pense, le moment où j'ai eu le plus à devoir apprendre à gérer mon stress. Et en même temps, ce qui était étonnant, c'est que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Franchement, j'ai manqué d'appeler mon agent la veille du tournage pour lui dire je peux pas y aller, je vais rater, je vais pas y arriver, quoi. J'étais terrorisée, j'avais vraiment très peur. Et donc ça me rendait très enfantine, très maladroite. Et en même temps, il y a énormément de choses du coup, que je faisais dans la vie de maladresse, dans la manière de communiquer, la manière de m'adresser aux uns aux autres, justement à ceux qui m'impressionnaient le plus, qui faisait que j'étais totalement Camille Valentini. J'étais vraiment les pieds dans le plat en permanence. Cette espèce ouais, j'étais totalement gauche. Et voilà, et j'avais très peur. Mais j'avais pas, ce qui me faisait le plus peur, c'était pas les autres, c'était simplement de me dire qu'ils se soient trompés. Un syndrome de l'imposteur, comme dit le terme à la mode. Ouais, total. Et puis peut-être la peur d'être jugé par ces personnes-là, ou ça doit être quand même très impressionnant. En fait, la peur de décevoir, le truc de dire désolé, vraiment j'ai fait illusion. Et ça, c'est une très mauvaise peur. Hein. Franchement, cette première saison, ça a été parce que ça prive de liberté. Ça prive de liberté et ça prive de plaisir. J'en avais parce que c'était tellement fort que c'était très très puissant, mais c'était une forme de cyclotimie, justement, j'avais des scènes où le moindre signe de confiance me redonnait des ailes, et puis si je trouvais que j'avais été nulle, j'avais du mal à remonter la pente en moi-même. Et pour moi, c'est la pire peur. Elle a été vraiment climatique à ce moment-là, au moment de m'engager dans cette série. J'ai réussi à trouver des outils pour la gérer, et elle est revenue qu'une fois dans ma vie, vraiment avec cette force-là, sur une journée de tournage. Mais elle rigidifie. Elle n'est pas bonne du tout. Pas bonne du tout. Est-ce que les réalisateurs et les autres acteurs t'ont rassuré, t'ont aidé à prendre confiance, ou c'est le public, ou les deux? C'est le temps, c'est le fait de plus être dans une zone complètement inconnue. Tu parlais de palier, je pense qu'il y a eu ça aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je risque à changer d'échelle professionnellement, et ce risque-là, je pouvais pas le mesurer, et donc c'était abstrait, et donc ça devenait terrifiant, cette zone d'ombre là. Qu'est-ce qui allait arriver après? Et puis la peur, véritablement, que tout le monde, en effet, que ça soit, comme c'est un métier public, que tout le monde voit ce que je pensais de moi-même, au fond. C'est-à-dire que je le valais pas trop. Et évidemment que je pense que ça s'est vu. Cédric a été très, très doux, mais ça me faisait encore plus peur, en fait, qu'il sache qu'il l'ait vu. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai décidé de le dire. Parce que je pense que ce qui est le plus terrible aussi, c'est de faire semblant avec l'état dans lequel on est. Ça, c'est la grande difficulté, je trouve, quand on joue, c'est on doit jouer quelque chose, et parfois on arrive et on n'est pas du tout dans cet état-là, quoi. Mais vraiment pas du tout. Et alors, quand on a peur, c'est encore plus difficile. Si on a peur, voilà. Et donc, du coup, ça me faisait encore plus peur que ça se voit, parce que je me disais, ça veut dire que ça peut se voir à travers mon travail, ça peut se voir, voilà. Au fond, je pense que ça a vachement servi la fragilité, la fébrilité de Camille Valentini, et qu'il y a aussi mon père m'a dit après, pour reparler de mon père. Après, quand il a vu la série, parce il m'a aussi beaucoup, mes parents m'ont beaucoup soutenu à ce moment-là, et voilà, ils m'encourageaient, ils me soutenaient, et il m'a dit, quand j'ai vu la série, j'ai compris pourquoi tu étais dans cet état-là, et pas à cause de la trajectoire du personnage. Et en fait, je m'infligeais de vivre un peu ce que devait vivre Camille Valentini. Ce syndrome de l'imposteur, c'est une fille cachée. Et là, ça devient dangereux, hein, de jouer. Il faut être bien conscient, et bien, maintenant je le surveille, quoi. Je me dis attention, parce qu'en fait, pour trouver la ressource, ou pour trouver
trouvé le petit filon en soi, on peut se mettre tout d'un coup à organiser les choses dans sa propre vie pour comprendre une émotion, pour comprendre un comportement, de manière symbolique. Hein. Évidemment que si on joue un serial killer, on va pas commencer à se mettre à suivre des gens dans la rue, mais sur des émotions, je dirais plutôt sur des problématiques. Et donc, elle était en miroir de la problématique de Camille Valentini, la problématique que j'avais pour cette saison-là. C'était, est-ce que je vais avoir la reconnaissance à laquelle j'aspire, pour laquelle je me suis tant démenée? C'est à se demander si c'était pas fait exprès de te choisir toi en connaissant peut-être ta personnalité pour justement sortir ces émotions-là dès la première saison. C'est possible que ça se soit vu, que ça fasse partie des choses qui nous échappent. Parce que c'est très réussi du coup. C'est gentil. C'est un chemin, mais j'ai forcément des regrets parce qu'il y a des moments où cette matière au montage dont je parlais tout à l'heure, je la rendais impossible parce que je m'appliquais trop. Donc il faut pas trop s'appliquer en fait. Ce qui est fort pour moi, c'est de me dire dans quel état j'ai fait cette première saison et dans quel état j'ai fait la dernière quand je me retrouve en épisode 5 à avoir tant de scènes avec Sigourney Weaver et que je suis complètement détendue. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi? Comment tu peux avoir vécu une première saison comme ça et en 5, voilà. Et pour reparler du jeu, dans ces moments-là, le jeu, c'est génial. Dans les moments où la peur est paralysante, c'est vraiment pas agréable. Alors, je voulais te poser une question par rapport maintenant plutôt au fait que tu sois une femme. Donc, tu as eu un bébé, tu m'as dit, il y a 18 mois, puisqu'elle a 18 mois, une petite fille. Est-ce que tu as été enceinte pendant les tournages? Comment vous êtes organisée en fait? J'ai réussi à tomber enceinte, j'ai fait attention par rapport à 10%. J'ai fait un peu attention en me disant, là, je sais que la prochaine saison est dans plus de 9 mois, donc je pourrais tomber enceinte maintenant, mais il faut absolument qu'à partir de tel mois, je m'arrête d'essayer parce que sinon, ça risque d'être un peu problématique. Et puis, et j'avais pas forcément envie, moi, de travailler. J'avais pas forcément envie de travailler enceinte ou de devoir, en tout cas, impliquer autant de trajectoire de vie aussi personnelle dans mon milieu professionnel. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que ça a fonctionné tout de suite et donc que j'ai pu, voilà, en gros, vivre cette grossesse entre 2 saisons. Donc, j'ai tourné, mais j'ai tourné comme réalisatrice à 8 mois et demi. Et d'ailleurs, en allant accoucher, j'étais encore en train d'envoyer des versions de montage à la maternité pour finir la série. Et cette série Brigade Mobile va devoir subir le même processus puisque du coup, je vais tourner à 7 mois et demi et qu'il faut que je finisse le montage avant la naissance. Donc. D'accord. Et alors, j'essaie de comprendre le timing. Donc, pour la saison 4, tu as eu ton bébé après ou avant? Avant. Tu as tourné la saison 4 quand elle était tout bébé. Oui. Alors, comment tu t'organises? Elle avait 3 mois, donc je pense qu'on a beaucoup de relais dans le cercle familial avec des grands-parents qui sont très présents. Mon compagnon est aussi un coparent en or massif, donc je suis pas du tout esseulée dans cette mission de faire grandir un enfant. Ensuite, tout simplement, on a trouvé une nounou et voilà. Après, c'est vrai que les horaires de tournage, c'est toujours très compliqué, mais parce que on part à 6 heures, on peut rentrer à 21 heures, donc c'est pas des horaires de garde d'enfant, encore moins d'un petit enfant qu'on essaie de pas trop faire garder trop longtemps en tout cas. Et donc à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de relais de la part de mon compagnon qui savait que cette période-là, il allait falloir qu'il assure parce que je serais un peu moins présente. Et en même temps, quand on est, à la différence de la réalisation, quand on est acteur ou actrice, on tourne pas tous les jours. Donc à l'inverse, je pouvais prendre le relais complètement les jours où je tournais pas. D'accord. Il a un métier qui lui permet comme ça d'aménager ses horaires. Il est producteur et donc il a un métier, et donc il a des horaires plus de bureau. Voilà. Est-ce que je pense au producteur du coup, est-ce que ce qui ressort dans 10%, ça ressemble vraiment à la vie des agents ou alors c'est très très romancé? Il paraît quand même que c'est très proche. Moi, je suis pas agent, donc je peux pas. Oui, Mais j'ai mais beaucoup de t'en retours. connais. Voilà, j'ai beaucoup de retours d'agents qui me disent ça, c'est tellement vrai, ça c'est. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est très. Il y a eu beaucoup de recherches de fait et puis la présence de Dominique Messner également en production a permis d'avoir beaucoup d'insights sur le milieu. Je me souviens que Fanny Herrero a passé des journées entières
caissière dans une agence à juste observer, prendre des notes sur tout ce qui se passait, et que moi, en découvrant et en scénario, j'apprenais des choses. Et on me dit, bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Le fait, par exemple, qu'on puisse associer 2 acteurs pour faire une sorte de package, quoi, sur un film, et dire, si tu me prends lui, tu me prends aussi lui. Ah ouais, d'accord, quoi, la marchandise. Bah, c'est une industrie et voilà, qui brasse beaucoup d'affect également. Et ça, je trouve super dans 10%, c'est la passion, quoi, qui se dessine si bien au travers des enjeux des personnages. Et comme ils aiment leur métier, comme ils aiment les acteurs, comme ils aiment le cinéma, comme ils aiment la fiction. Alors justement, par rapport à cette passion, j'avais quelques questions qui me tenaient à cœur quand même. Par rapport au confinement, j'ai remarqué que les intermittents du spectacle et tout ça sont bloqués beaucoup. Est-ce que tu penses que ça développe la créativité? Le fait de se retrouver chez soi, à peut-être réfléchir, prendre du recul plutôt que d'être tout le temps dans cette énergie, dans l'action, là, de pouvoir prendre du recul. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des chefs-d'œuvre qui vont sortir de ce confinement? Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup entendu, notamment par mon compagnon qui est producteur et qui est chargé de développement dans une boîte de production, c'est-à-dire qu'il accompagne des scénaristes dans le développement de l'écriture, et qui me disait que tous les scénaristes écrivaient à fond. Il y a aussi eu des gens qu'à l'inverse, ça a complètement freiné, comme si le fait que la vie se tarissait aussi l'inspiration. Je pense que ça appartient vraiment à chacun. Ce qui rend peut-être compliqué la créativité, ça la rend compliquée, à la fois ça l'ouvre, c'est l'absence d'horizon. L'absence d'horizon, ça ferme, mais devoir inventer le monde d'après, ça ouvre. Ça ouvre l'esprit. Donc, ça dépend comment on le prend, quoi. Moi, ce temps-là, en tout cas, je l'ai savouré pour écrire. Oui, ça limite l'inspiration extérieure, mais ça développe l'inspiration intérieure. Donc, ça Je dépend pense de quoi on se nourrit, du coup. Une femme qui ose pour toi, un exemple de femme qui ose. T'en as un qui te vient en tête ou qui a osé? Je ne me souviens plus de son nom. Celle qui a écrit le Scum Manifesto, Valérie Solanas. Valérie Solanas qui a écrit le Scum Manifesto, voilà, c'est oser, hein. C'est-à-dire qu'elle explique quand même qu'il faudrait éradiquer l'homme de la Terre. Et puis elle a tiré sur Andy Warhol. Pour moi, je me dis, ça, c'est une femme qui ose, quoi. D'accord, C'est un peu Villanelle dans Killing Eve. Une œuvre que tu as adorée ou qui t'a le plus marqué, si tu en as une, au niveau de l'émotion. Ça peut être n'importe quel type d'œuvre, hein. Ça peut être un film, une musique, une peinture, un poème. Je dirais Gloria de Cassavetes, avec Gena Rowlands. Et globalement, tout le travail de Gena Rowlands comme actrice dans Une femme sous influence, toute la modernité qu'elle apporte. Je pense à elle, mais je pense aussi à Barbara Loden, du coup, dans Vanda, qui est beaucoup moins connue. Et Barbara Loden, je crois que c'est la femme d'Elia Kazan, et elle a été minorée comme réalisatrice. Elle a fait un film, et puis je pense qu'elle est morte d'un cancer, ou elle s'est suicidée assez peu de temps après. Et elle a fait un film dans les années 70, je pense, il me semble, et qui ouvre par une scène de tribunal avec une femme qui ne se défend pas pour avoir la garde de ses enfants. Et ça, c'est d'une puissance et d'une modernité. Et après, c'est l'errance de cette femme dans la ville, sa rencontre avec un petit truand. Ça ressemble aussi au film de Cassavetes, je trouve, sur des personnages de femmes qui sont moins archétypaux, quoi, moins figés, plus riches, plus... Comme également, j'aime le travail de Phoebe Waller-Bridge sur ces personnages de femmes qui sont d'abord profondément humains et donc faibles, grossiers, ce qu'on a peu osé avec la femme qui était la maman de la putain. Chez les réalisateurs, il y a beaucoup de réalisatrices. Il y a un collectif qui s'appelle 50-50 et qui essaye qu'il y ait à tous les postes en cinéma autant d'hommes que de femmes. Je ne sais absolument pas quel est le pourcentage de réalisatrices par rapport au pourcentage de réalisateurs. Est-ce que c'est un milieu confortable? Tu m'as parlé de ta maman. Tu as évoqué le fait que dans l'art, elle ait peut-être éventuellement subi des discriminations. Oui, elle me racontait que souvent, quand elle allait présenter ses œuvres, on s'adressait à mon père comme étant l'artiste. Voilà. D'ailleurs, ça m'est arrivé aussi, moi. Ça m'est arrivé un jour de rencontrer quelqu'un qui avait enregistré de la batterie pour un film que j'avais fait à la Fémis. Et j'étais avec un ami étudiant et on lui a dit, on m'a présenté, c'est Fanny qui a réalisé le film pour lequel tu as enregistré les musiques. Et il s'est tourné
vers l'étudiant et il lui dit ah bah, donc c'est vous le réalisateur alors qu'on venait de lui dire. Et donc il y a des biais comme ça, voilà. Et du coup la question c'était est-ce que c'est un milieu confortable? Est-ce que dans ce milieu, il y a du sexisme chez les acteurs, les réalisateurs? Ouais. Est-ce que toi, tu en ressens? Moi, je le désamorce et puis je m'entoure pas de gens et je choisis pas des projets dans lesquels, qui drainent du sexisme. Je refuse énormément de rôles à cause de ça, mais énormément. Ah oui. C'est vraiment dramatique, je trouve. Mais après, je suis très très vigilante, c'est-à-dire que je peux ne pas tourner avec un acteur. Ça m'est arrivé une fois sur un projet que j'aurais adoré faire avec un réalisateur que j'aimais énormément. Et il s'avère que je devais être amoureuse d'un jeune acteur qui avait écrit des chansons extrêmement misogynes. C'était un acteur-chanteur. Et quand j'ai découvert ces chansons, je me suis dit, c'est impossible, je peux pas, j'y arriverai pas. Enfin, j'ai pas envie d'être, je sais pas, à être associée à ce genre de discours. Donc, ouais, bah, évidemment, il y a énormément de sexisme. Moi, je le ressens un peu moins, mais parce que je pense que je suis plus armée et que je dégaine plus vite, ou je le désamorce plus vite, ou je recadre plus vite. Le recadrage par l'humour, c'est très efficace. Ça permet de reposer les choses et voilà. Mais il y a du sexisme rien que quand j'entends on cherche une réalisatrice femme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a, pourquoi? Je m'entends souvent dire, ouais, encore récemment, c'est un projet hyper girl power, c'est pour toi. Yes, d'accord. Donc, je suis indissociable de mon genre encore aujourd'hui dans la manière qu'on a de voir mon travail. Ça, c'est... Mais la question, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une manière de réaliser un peu différente, une sensibilité qui serait plus féminine dans la réalisation pour de vrai? Bah ça, il faut absolument lire, je vous le recommande, l'excellent ouvrage d'Iris Bray sur le male gaze et le female gaze, qui reprend une théorie des années 70 sur le fait qu'il y a un regard féminin et un regard masculin. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément associé au genre. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui filment avec le male gaze, c'est-à-dire ce qu'elle appelle la scopophilie, donc le fait ce qu'on appelle la scopophilie, le fait de regarder l'objet du désir à son insu, à travers un trou de serrure, à travers un rideau, voilà. Ça, c'est du male gaze parce qu'il y a un rapport de force immédiatement. Mais il y a des femmes, on est tellement inscrit de ces images qu'en fait, moi-même, en lisant l'ouvrage d'Iris Bray, je me suis dit, mais j'ai jamais questionné en fait ma manière de construire le désir au cinéma, de construire une séquence, d'ailleurs d'avoir moi-même du désir. Est-ce que mon désir n'est pas conditionné par tout ça et donc voilà. Et donc il y a des femmes qui filment comme ça aussi, et il y a des hommes à l'inverse qui savent filmer avec ce qu'elle appelle le female gaze, donc des rapports de séduction qui sont d'égal à égal, qui sortent d'un morcellement des corps par exemple, ça c'est très male gaze, une paire de jambes, une paire de seins, une paire de fesses, une femme nue, un homme habillé, enfin voilà. Et donc ça re-questionne tout ça. Donc moi je crois pas du tout au fait que ça soit plus les femmes qui aient une sensibilité, qui aient une sensibilité différente. Enfin je veux dire, quand on voit le travail de Catherine Bigelow, je crois pas à ça. Je crois qu'il y a une manière de filmer qui est héritée du patriarcat et une manière de filmer qui se réinvente aujourd'hui, qui se re-questionne, et qui va aussi avec le fait d'exhumer des artistes femmes qu'on a négligées, qu'on a minorées, qu'on a oubliées, qu'on a choisi de ne pas citer, comme Alice Guy, qui a quand même créé le cinéma, qui a créé le sens par le montage, avec le gros plan, juste le principe d'émotion par le montage, avec notamment Madame a des envies, où elle passe par le gros plan pour faire comprendre qu'elle est gourmande et qu'elle a des envies. Et Alice Guy, personne n'en parle, on parle que de Méliès. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on croit qu'il y a un regard des femmes et un regard des hommes, mais parce qu'on sélectionne quel regard des femmes on autorise. Voilà. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat et dans la manière d'entreprendre, les femmes sont globalement, je fais une généralité, mais on est quand même globalement très différentes des hommes dans nos approches. Les hommes sont beaucoup plus sur les chiffres et les objectifs chiffrés, grossir, etc. Nous, on est plus sur fournir de la qualité. Mais voilà, c'est pour ça que du coup, pour moi, dans la réalisation, c'était pareil. L'approche n'était pas forcément la même. Ah. Mais après, ce que tu expliques, je le comprends. Il y a deux choses. Il y a l'approche, il y a comment on se positionne et comment on se situe dans le travail, dans le rapport au travail. J'en avais encore des exemples récemment auprès d'amies réalisatrices qui travaillent par exemple avec des co-réalisateurs. Et quand on a une équipe qui ne s'adresse qu'aux co-réalisateurs et qui dit, pardon, j'ai pas trop l'habitude de
quoi. On ne sait pas trop si c'est genre de travailler avec une femme ou juste de recevoir des directions d'une femme. Forcément, il y a une impossibilité de se positionner de la même manière. Ça crée un différentiel, forcément. Donc ça, c'est une chose. Alors, la deuxième chose, c'est que dans le regard, dans l'approche, dans les problématiques qui sont explorées, la question de l'autorisation. Bien sûr, en fait, on parlait de combien il y a de femmes réalisatrices. Il y en a évidemment beaucoup moins. Toute la question, c'est qu'est-ce qui fait que les femmes ne s'autorisent pas à être réalisatrices? Qu'est-ce qui fait que les femmes ne s'autorisaient moins à présenter la fémis? Qu'est-ce qui fait en effet que à la fin, on était souvent une ou deux jeunes femmes par promotion de 6 réalisateurs. Donc oui, le pourcentage est moindre, mais c'est aussi dans l'autorisation et donc du coup dans l'autorisation d'aborder des sujets. Et ensuite, c'est aussi dans la valorisation des sujets. Je me souviens qu'il a été dit dans une réunion de commission pour financer un film, il faut arrêter avec les films de femmes, on va plus avoir que des histoires de doudou. Bah, c'est vachement bien les histoires de doudou en fait. D'une part, c'est vraiment réduire les femmes à des problématiques triviales et en même temps, c'est aussi nier la force narrative de la trivialité humaine. Donc il y a plein de choses. Donc tous ces paramètres-là, en effet, peut-être que ça teinte les œuvres, forcément. Mais ça, il me semble que c'est tout le travail de Virginia Woolf de réfléchir à ça aussi. Est-ce qu'on écrit comme une femme ou comme un homme? Le temps nous dira si cette teinte va disparaître et si les hommes et les femmes pourront s'exprimer comme ils le veulent dans la réalisation, avec les hommes et leur côté féminin aussi. Donc là, tu viens d'être interviewée. Tu connais les sujets qu'on a abordés. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur Celle qui ose en podcast pour une interview longue comme ça? De réaliste. J'aime toujours énormément entendre Liliane Rover. Et ça, je peux vous dire que c'en est une qui ose, qui a une audace merveilleuse, une pensée de haute voltige. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Fanny. C'était passionnant. Merci. Je suis très honorée d'avoir été invitée. Cette interview vous a été proposée par le webzine Celle qui ose. Remercions Christian Toucas pour le jingle, Morgane Caroline pour le montage, nos invités pour leur temps et bien sûr, vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.